Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. À la une de l'actualité, 50 réfugiés ivoiriens vivant au Mali en raison de la crise post-électorale de 2010-2011 de retour en Côte d'Ivoire. Retour au pays favorisé par le HCR. Ces ressortissants ivoiriens ont été accueillis à leur arrivée à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire par les autorités locales. L'orpaillage clandestin, une menace pour le lac de Kossou dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Les orpailleurs illégaux utilisent en effet des produits toxiques pour extraire les pépites d'or. De nombreux poissons meurent quotidiennement. Les pêcheurs appellent à l'aide. Enfin, les JO de Tokyo 2021, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou qualifiée aujourd'hui pour la finale du 200 mètres féminin. L'Église catholique de Côte d'Ivoire en fête. En effet, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a célébré hier le cinquantenaire de sa vie sacerdotale. Une messe d'action de grâce a été dite à cette occasion à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Patrick Hachi, ont participé à cette célébration. Les précisions de Grace Kando. Blocos, dans la commune de Cocody. Ce village, en 1971, a enregistré son premier prêtre, Jean-Pierre Coutois. Devenu évêque en 2001, ce prélat comptabilise aujourd'hui 50 ans de vie sacerdotale, dont 20 ans d'épiscopat. La communauté villageoise lui rend hommage ce dimanche à travers une messe d'action de grâce. Nous connaissons son parcours qui a été émaillé de beaucoup d'incidents. Chaque fois qu'il a eu une promotion, ça a été précédé toujours d'un événement assez douloureux. Et Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui de célébrer 50 ans de sacerdoce. Il est tout à fait normal que nous puissions venir autour de lui pour célébrer encore cette joie-là. 50 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et 50 ans au service du Seigneur, c'est merveilleux. Le peuple hatchan compte 120 prêtres. Le cardinal Jean-Pierre Coutois en est le troisième. Il est aussi le troisième évêque issu de cette communauté. Nous sommes donc venus très heureux. Comme vous le voyez dans l'allégresse, le peuple hatchan est là, joyeux, parce qu'il a donné à l'Église un fils qui aujourd'hui fait notre fierté, parce qu'il est porteur d'espérance, il est porteur de joie et il est porteur de charité. L'homélie du jour a été faite par Ignace Bessi, archevêque de Korogo, par ailleurs président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Éminence, aidez-nous à travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. La nourriture pour laquelle Jean et Pierre, dont vous portez les noms, ont sacrifié leur vie. Que par leur intercession, le Seigneur vous soutienne dans votre santé physique pour que nous nous retrouvions autour de vous. Une célébration à laquelle se joint le président de la République, représenté par le Premier ministre Patrick Hachi, des membres du gouvernement et plusieurs autorités politiques et administratives. Un jubilé d'or sacerdotal placé sous le signe de la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte, le cardinal Coutois s'est prononcé sur la récente rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo. Ce que j'ai demandé à Dieu et qui m'a été accordé avec ces noces d'or, c'est que le pays connaisse la réconciliation. Nos deux grands leaders, ils se sont parlé, eux-mêmes ont qualifié leur rencontre de fraternelle et amicale. Bien, c'est une route qui est tracée pour nous tous et nous devons tous prendre cette route-là. Que ce grand ouf-là descende dans les familles surtout, que ceux qui ont encore un cœur de glace, les va-t-en-guerre, que le Seigneur fasse que ce cœur de glace fonde en un fleuve de
miséricorde, de pardon et de paix. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutois est né en 1945 à Blocos. Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 par feu Bernard Cardinal Iago. La maladie à coronavirus fait toujours rage dans le monde, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 143 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte à présent 50 278 cas confirmés de coronavirus, 49 389 personnes guéries, 330 décès et 559 cas actifs. À noter que le 31 juillet dernier, 11 624 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 1 19 898 doses administrées. 143 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, bilan impressionnant en 24 heures. Les autorités sanitaires ivoiriennes exhortent les populations à respecter davantage les gestes barrières pour éviter la pandémie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons pratiquement tout relâché. La population a relâché et avec cette période de vacances, avec les événements festifs, avec le déplacement des populations, on se rend compte que vraiment il y a un laisser-aller. Pourtant, la maladie continue de circuler. Et donc, qu'est-ce que vous faites donc, le message, au niveau du ministère pour justement remédier? Alors, le message du ministère, c'est de reprendre les mesures barrières. Il faut continuer à se laver les mains régulièrement. Il faut porter le masque quand on est hors de chez soi, c'est important, ou bien quand on est dans une atmosphère confinée. Il faut continuer à se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut observer la distanciation. Alors, je dois dire que chacun, face à cette pandémie, doit prendre ses responsabilités. L'État a fait sa part. L'État a fait en sorte que régulièrement, nous avons des vaccins. Et à l'heure où je vous parle, nous disposons des vaccins pour pouvoir vacciner la population. Mais chacun doit faire fi de toutes ces rumeurs, de tous ces fake news qui ne sont pas vrai et se faire vacciner. Parce que la seule porte de sortie pour nous, c'est la vaccination. Un tout autre sujet à présent avec la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour résoudre cette question, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique envisage de signer un partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Objectif, former les jeunes au métier de l'agriculture et de l'élevage. Les explications de Eugène Atoubé. Entre les deux sites qui abritent les écoles de l'INPHB de Yamoussoukro, un champ-école destiné aux étudiants en sciences agronomiques, une superficie de 10 hectares sur laquelle on cultive de la banane plantain de contre-saison et du cacao, avec un système d'irrigation moderne. Un champ-école découvert avec émerveillement par le ministre en charge de l'emploi des jeunes, à l'invitation de son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre incubateur vise les étudiants qui ne sont pas de l'école d'agronomie et aussi les déscolarisés. Cet incubateur les forme donc, sur tout ce qui est entrepreneuriat agricole, notamment sur les fonctions techniques de production végétale, mais aussi sur les fonctions transversales, notamment la comptabilité, la ressource humaine et la gestion donc, de leur plan de carrière tout le long du processus. Dans un premier temps, on va pouvoir former ici des jeunes dans les métiers de l'agriculture et former les jeunes dans les métiers de l'élevage. Au niveau de cette école, modestement, on a des solutions. Et je souhaiterais vraiment que ces solutions soient mises à la disposition des jeunes et de notre pays et de l'Afrique. C'est un apprentissage théorique et pratique de haut niveau, mettant un accent particulier sur les nouvelles techniques culturelles exigées dans l'agriculture moderne, que l'INPHB inscrit à son offre de formation. Le rapport de l'agriculteur à l'outil de production pour un meilleur rendement et son entretien. Autre exigence de l'agriculture moderne est prise en compte dans la formation. L'INPHB s'appuie sur ses partenaires opérant dans le domaine de l'industrie
pour la mise à disposition du matériel et la formation des formateurs. Tout ce que nous avons vu ne peut se faire si ce n'est pas accompagné de la mécanisation agricole. Quand il finit la formation, on l'équipe avec l'outil didactique, c'est-à-dire la machine qui a servi à le former. Et le jeune, aujourd'hui, je crois qu'il est prêt à se prendre en charge. L'offre de formation de l'INPHB va au-delà de l'agriculture. La structure peut accueillir les jeunes intéressés par la pisciculture et l'élevage. Que ce soit l'élevage de poissons, de dindes, de bœufs, de moutons ou de cailles, la formation est nécessaire. Une seconde chance, dira le directeur général de l'INPHB, pour leur réalisation sociale. Je suis assistant de direction de formation. J'ai exercé, j'ai décidé de me reconvertir. Nos attentes, c'est que vraiment on puisse bénéficier d'un financement et puis pouvoir s'installer. Nous mettons en place donc des financements et l'encadrement nécessaire pour les amener à s'installer donc à leur propre compte et être de vrais agripreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs dans le domaine donc de l'agriculture. 100 jeunes financés par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique sont déjà sortis de l'incubateur de l'INPHB et insérés dans diverses structures agricoles. Et 4 autres ont obtenu le financement de leur projet. Un partenariat gagnant-gagnant qui reste à sceller entre le ministère en charge de l'Emploi des Jeunes et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Les femmes que vous allez voir dans le reportage qui va suivre jouissent aujourd'hui de leur autonomie financière. Elles ont en effet créé des activités génératrices de revenus grâce au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, processus d'aide développé par la première dame Dominique Ouattara. 600 millions de francs CFA octroyés depuis 2014 aux femmes de San Pedro. Elles sont au micro de Sam Conan. Cécile Brou est commerçante au Grand Marché de San Pedro. L'une des premières femmes à bénéficier du fonds FAFSI dans la commune. On n'avait pas assez de moyens pour mener nos activités. Et lorsque la première dame a mis le fonds FAFSI à la disposition des commerçants que nous sommes, ça fait pratiquement 5 fois que j'en bénéficie de ces prêts. Et ces prêts m'ont permis vraiment d'agrandir mes activités. Vous-même le constatez, vous voyez que le magasin est devenu plus grand. C'était un tout petit magasin. Aujourd'hui, je l'ai agrandi grâce au fonds FAFSI. Grâce au remboursement à temps, plusieurs autres femmes ont pu bénéficier du fonds d'appui aux femmes des Côtes d'Ivoire. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus dans les domaines comme la restauration, la couture, la coiffure et le commerce. Je vends gomo, aubergines, piments, tomates, oignons, igname. L'année passée, il y a plus 100 000. Cette année, il y a plus 200 000. Ça m'a permis de développer ma commerce. J'ai bénéficié du fonds FAFSI à San Pedro ici. Cela m'a fait faire un magasin de riz. Et aujourd'hui, je vends les pagnes. Le premier pas, quand je suis allée, ils m'ont donné une somme de 100 000. Je leur ai dit que c'était petit, mais ils m'ont dit de commencer avec. J'ai bien payé, ça s'est bien passé. Et le commerce a commencé à évoluer. Et je suis allée, ils m'ont donné 500 000. 500 000, j'ai pris pour faire le restaurant. Et après ça, ils m'ont donné encore autre prêt. Le prêt qu'ils m'ont donné, j'ai pris ça pour payer mon terrain. À l'agence COPEC où sont logés les fonds, les bureaux de l'agent chargé du fonds FAFSI ne désemplit pas. Je suis venue pour prendre un prêt pour me soutenir dans mes activités. Pour la première fois, j'ai pris 100 000, j'ai payé. J'ai pris 200 000, j'ai payé. Je suis venue cette fois-ci pour prendre 500 000. Par jour, on reçoit au moins 20 dossiers. Il y a 200 dossiers en attente. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds d'appui aux femmes? Pour pouvoir bénéficier du projet, il faut d'abord être de nationalité ivoirienne, être majeur, ça veut dire avoir au moins 21 ans et plus, et avoir une activité génératrice de revenus. Elle nous propose une activité et ensemble on analyse et nous l'orientons vers l'activité qu'elle peut mieux exercer. La dame, bon, elle se rend dans nos murs, elle ouvre un compte à blanc. Selon le chef d'agence de la COPEC du quartier Cité, de 2014 à ce jour, plus de 600 millions de francs CFA ont été octroyés à 1145 femmes de San Pedro. Environ 1,5% d'impayés
constatés à l'agence. Les activités de ces femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ont également connu un ralentissement à cause de la Covid-19. On est tombé en même temps à cause du corona. Mais Dieu merci, à cause des faces là, c'est ça, on est en train d'enlever un peu. C'est maintenant elles commencent à se retrouver et puis voilà, elles remboursent régulièrement leurs crédits. Les responsables ont tenu compte de ces aléas en faisant les reports d'échéance. Les femmes bénéficiaires reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je dis merci beaucoup à la première dame Dominique Ouattara qui nous a soutenus, qui nous a aidés et qui a mis les prêts à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. J'ai dit à madame Ouattara, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a qu'à lui donner centime. C'est FAFSI qui a devenu mon mari. Je dis vraiment merci à la première dame qui a permis que les femmes soient autonomes. Des femmes de San Pedro engagées pour leur promotion économique et sociale face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire grâce au fonds d'appui FAFSI. Autre actualité nationale, 50 ressortissants ivoiriens réfugiés au Mali en raison de la crise post-électorale de 2010-2011 ont regagné il y a quelques jours leur pays, la Côte d'Ivoire, convoi sous escorte des fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En provenance donc de la ville de Zégouar au Mali, ces Ivoiriens ont été accueillis à leur arrivée à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, par les autorités locales. Les détails dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. Brûlant d'envie de retourner en Côte d'Ivoire après 10 années de vie de réfugié au Mali du fait de la crise post-électorale de 2010. Les 50 Ivoiriens, tous vivant à Sikasso, dans un convoi de 2 cars, escortés par les fonctionnaires du HCR et les responsables des réfugiés au Mali, ils ont marqué 2 escales au cours de leur trajet Mali-Côte d'Ivoire. La première au poste frontalier malien de Zégouar. Après ce contrôle, à un peu plus de 2 km, le poste frontalier ivoirien, Pogor, la deuxième escale. Ici, la passation des charges entre autorités maliennes et ivoiriennes. Comme on sait qu'il y a eu des élections, il y a eu vraiment l'entente. Alors, il y a une proposition pour que ceux qui veulent rentrer pour aller dans leur pays de manière volontaire, ils sont exprimés. Nous sommes à 4e, 5e voyage maintenant et il y en a qui sont même partis par avion. Je voudrais remercier d'abord l'État malien d'avoir pris soin pendant ces 10 années de nos frères et sœurs, parce qu'ils ont eu aussi des enfants qui sont nés sur le territoire malien. Laissant les cas maliens retourner, les réfugiés empruntent les véhicules ivoiriens. Destination finale, Korogo, où ils vont être extraits des fichiers de réfugiés. Je les ai rassurés de ce qu'ils sont en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, mais également leur demander de s'inscrire dans cette dynamique du président de la République, à savoir la paix, la réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. J'ai perdu mon mari au Mali là-bas. Aujourd'hui, je suis en joie, même s'il n'est pas là pour le partager avec moi. Et je remercie beaucoup le président et Alassane Ouattara pour son geste. Les réfugiés ivoiriens rentrés au pays ont droit à chacun à un kit ou paquet retour estimé à 305 000 francs CFA. En plus de cette somme, l'État prévoit encore le transport de chacun pour regagner sa résidence d'origine. Deuxième titre de ce journal, le lac de Kossou, dans la région centre du pays, en proie à l'orpaillage clandestin. Les orpailleurs illégaux utilisent en effet des produits toxiques pour extraire les pépites d'or. Résultat, les poissons ingèrent ces substances nocives et bien sûr meurent abondamment. Les pêcheurs réclament aujourd'hui l'aide du gouvernement. Soro Corona de RTI Boaké. Boisflé, marché de Kossou. Cet important lieu de vente de poissons frais de la région de la Maraoué risque de fermer. La seule raison, le lac de Kossou où les pêcheurs ravitaillent ce marché est menacé. Les orpailleurs illégaux ont élu domicile aux abords et même dans le lac. Ce qui a aggravé la situation maintenant et que je viens de constater récemment,
c'est le développement de cette activité sur le lac de Kossou et dans le fleuve Bandama. Sur l'eau, il y a plus de 100 dragues sur les eaux qui sont en train de chercher de l'eau. Les dragues flottants, ce sont des grosses machines que les gars fabriquent. Ils s'installent sur le plan d'eau et ils pompent l'eau, ils pompent la boue. C'est-à-dire qu'ils vont faire sortir de l'or. Le gravier qui saute, ils ne vont pas le laver sur la rive. Mais ça, le traitement, ce n'est pas sur place. Avant, ce qu'on voyait là, il y avait des empailleurs ici, mais eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont actuellement sur le lac. Actuellement, vous entendez le bruit. C'est eux qui font qu'actuellement, il n'y a plus de poissons. Avec ce bruit-là, on ne peut plus avoir du poisson. Les poissons aussi ont fui. Ces orpailleurs illicites utilisent des produits nocifs qui menacent la survie des poissons, réduisant du coup l'activité de pêche à néant. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est menacée dans son intégrité à travers les produits chimiques utilisés, tels que le mercure et le cyanure. Si cela continue, avec le mercure, avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y aura plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Vous savez, le poisson à boisflé, c'est une réalité. C'est des produits qui petit à petit peuvent se retrouver dans la chair du poisson. Et quand ça se retrouve dans la chair du poisson, nous aussi, notre organisme peut aussi avoir un stockage. Il faut prévenir pour qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir. Plusieurs poissons flottent au-dessus du lac après avoir ingurgité l'eau polluée. Un danger pour les consommateurs. Le mercure et le cyanure sont des métaux lourds. Donc une fois dans l'eau, le poisson, ça va aller dans l'organisme du poisson. Et les métaux lourds en général, ça reste dans l'organisme du poisson. Et quand ces métaux lourds sont consommés en consommant le poisson, ça agit aussi sur l'organisme humain. Actuellement, les poissons meurent sur l'eau seule. Donc vraiment, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. La pêche n'est pas la seule activité menacée par l'orpaillage illégal sur le lac Kossou. Le maraîcher est développé à partir de l'eau. Et s'il y a orpaillage clandestin, et s'il y a pollution de l'eau, cela veut sans dire qu'il y a également, disons, un impact sur nos produits, sur les maraîchers. Et ce qu'on constate également, c'est que les jeunes gens préfèrent aller s'adonner à l'orpaillage clandestin que d'aller travailler dans les champs. Donc on a un souci de main-d'œuvre. Le Bandama, qui approvisionne le lac de Kossou, connaît une pollution. Pollution, si on y prend garde, constituera un danger pour l'approvisionnement en eau potable. Le Bandama, c'est un bassin versant. Et le lac de Kossou est sur le bras du Bandama blanc. Ça veut dire qu'après le barrage, nous allons jusqu'à, vous savez, le Bandama, son exutoire, c'est Grand Laou. Voilà, c'est cette eau-là que la SODECI utilise pour le traitement. Alors si cette eau-là est polluée par les métaux lourds, par le mercure et autres, c'est véritablement une menace pour la production en eau potable de toutes les villes qui sont alignées sur ce bras du Bandama. À Boisflé, tous les acteurs de la filière pêche voient leurs activités disparaître si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Aujourd'hui, fait 41 ans que je suis sur le lac Kossou, mais à cause de la pollution d'eau aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir le poisson sur le lac. Ça met beaucoup de familles au chômage. S'il n'y a plus de poissons, eux ne pourront pas vendre. Nous autres aussi, ça nous met aussi au chômage. Ça ne nous arrange pas. Pour tirer la sonnette d'alarme, pêcheurs, acheteurs et revendeurs sont descendus dans les rues de Boisflé. Direction la préfecture de région pour demander l'intervention du gouvernement afin de solliciter une solution adéquate à l'orpaillage illégal qui menace la pêche en Côte d'Ivoire. Ce que moi je demande au gouvernement, vraiment il demande une doléance auprès de président Alassane Ouattara de nous aider. Il faut que la poisson soit comme avant. Dans la Marawi, tous sont mobilisés pour le retrait des orpailleurs illégaux sur le lac Kossou. Mieux, les victimes de la pratique de l'orpaillage illicite sur le lac Kossou saluent la décision du dernier Conseil national de sécurité sur l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. L'orpaillage illicite fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 400 milliards de francs CFA par an, selon le ministère des Mines. Un tout autre sujet à présent, un data center pour sécuriser les données du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Cet ouvrage technologique a été inauguré il y a quelques jours à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, par le ministre Moussa Sanogo. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État se dote d'un instrument majeur pour son bon fonctionnement, un data center.
la mémoire de tout son système. Il est implanté à Yamoussoukro. Pour son inauguration, le ministre Moussa Sanogo, l'initiateur de ce système, a fait le déplacement en compagnie du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom. Ce data center de dernière génération est un véritable bond dans le futur. Ce data center mutualisé de secours est un dispositif technologique qui vise à garantir la haute disponibilité des données et la continuité des services en cas de sinistre dans les différentes structures sous la tutelle de mon département ministériel. La Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste processus de réforme et de modernisation des finances publiques en vue du renforcement du système de gestion de ces ressources publiques indispensables pour la mise en œuvre des politiques de développement. L'apport des technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer dans la mise en œuvre de ce programme de modernisation. Pour le ministre Roger Adom, cet outil informatique qui cadre bien avec la vision du président de la République doit faire école. Si jamais vous avez vos données aujourd'hui, vous avez votre état civil, vous avez vos impôts, vous garantissez la continuité. On ne va pas vous dire que les données sont perdues, bien au contraire, les données seront toujours disponibles et présentes. Donc c'est vraiment l'objectif et l'ambition qu'a eu le ministre du budget du portefeuille de l'État. Et je pense que c'est ce que nous demande de faire le président de la République, Alassane Ouattara, et faire en sorte que tout ceci existe et permettent de garantir la continuité de l'État. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État englobe 5 directions générales: impôts, douanes, budget et finances, marché public et portefeuille de l'État. Toutes leurs données ont désormais un cadre vital, le data center de Yamoussoukro. Cap à présent sur Mans, dans la région ouest du pays. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, a échangé récemment avec les cadres, les élus, les autorités administratives, coutumières et religieuses. Les précisions de Ève Boué. Première sortie officielle d'Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, depuis sa nomination le 18 juin dernier. À Mans, devant les représentants de la chefferie du district, devant l'ensemble des cadres, des élus, des autorités administratives, religieuses, des femmes, des jeunes, le ministre-gouverneur a rendu un hommage au président de la République pour sa nomination et a signifié être là pour impulser le développement local. Je serai à la disposition de la population du district. Je serai en train de travailler dans la complémentarité, c'est-à-dire ce que la commune fait, elle doit faire bien. Ce que le conseil régional fait, il doit faire bien. Je ne suis pas venu pour être les gendarmes ni des collectivités, ni de l'administration déconcentrée. Je suis venu pour compléter. Et je suis venu, comme le président de la République nous l'a recommandé, pour être ceux-là qui permettent à ce que le président fait à travers le gouvernement. Il faut que ça arrive à la population. C'est ça notre rôle. Les cadres et élus du district ont exhorté les populations à prôner l'union, la solidarité, la paix, la cohésion sociale pour un développement harmonieux du district qui présente encore de nombreux défis à relever. Notre district a un léger retard sur le reste de la Côte d'Ivoire. L'Ouest regorge de potentialités que nous estimons inexploitées. À nous de les exploiter. Et le moment, c'est maintenant. Chers parents, nous sollicitons donc votre accompagnement. Le temps de la solidarité, de l'union des filles et des fils du district des montagnes a sonné. Quand on est ensemble, on est toujours plus fort. Quand on est ensemble, on va toujours plus loin. Le district autonome des montagnes, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est composé des régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Il a 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures, dont 46 fonctionnels et 901 villages, pour une population estimée aujourd'hui à environ 2 700 000 habitants. Un mot à présent sur la prestation des athlètes ivoiriens aux Jeux olympiques de Tokyo 2021.
Un espoir de médaille pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou. La jeune athlète ivoirienne a terminé première aujourd'hui de la demi-finale du 200 mètres féminin. Marie-Josée Talou a fini sa course avec un temps de 22 secondes 11 devant la Bahaméenne Shona Miller. Le point avec Arsène Kwasi et Jean Esso du service sport. Après avoir terminé au pied du podium aux 100 mètres derrière le trio jamaïcain, Talou Marie-Josée se savait très attendue pour le 200 mètres et elle n'a pas déçu pour son entrée en lice. Qualifiée en demi-finale après une course parfaite, la sprinteuse ivoirienne a récidivé dans cette demi-finale. Alignée dans le couloir numéro 6, elle finit la course en tête en remportant sa série en 22 secondes 11 centièmes. Elle est suivie par la Bahaméenne Shona Miller-Uibo qui se qualifie également avec un temps de 22 secondes 14 centièmes. Une étape décisive franchie avec la manière par Marie-Josée Talou qui devra confirmer sa belle performance ce mardi lors de la finale face à d'autres favorites comme les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Price et Hélène Thompson. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Bon début de semaine à tous sur RTI 1.